t'appelles Chihiro? Oui. C'est beaucoup trop long pour une aussi petite fille. Désormais, tu t'appelleras seulement Sen. Est-ce que tu as compris? Réponds-moi si tu as compris. Sen! Compris. Et Sen, en japonais, signifie 1000. Ça veut dire qu'elle devient une parmi tant d'autres, parmi des milliers de Je personnes. ne suis Donc, pas un numéro, je suis un être humain. personne, en réalité, En justement. fait, elle devient un numéro. Voilà. Et du coup, c'est assez intéressant de dire que le titre français de distribution est assez différent. Le voyage de Chihiro. Il n'y a pas de voyage dans le titre original. Le titre original doit être vraiment très curieux pour les spectateurs qui ne connaissent pas le film et l'histoire du film, parce qu'il y a les deux prénoms. Chihiro et Sen. Sen to Chihiro no Kamikakushi. Alors, ma prononciation doit être terrible, mais ça veut dire Sen et Chihiro. Et Sen to Chihiro no Kamikakushi. Et Kamikakushi, on entend le mot kami, c'est-à-dire les esprits. Et Kamikakushi, c'est le rapt par un esprit. C'est l'idée qu'un esprit va pouvoir s'emparer de l'âme et même du corps d'un humain et de le faire disparaître provisoirement ou définitivement. Donc on le traduit, parfois on traduit par mystérieuse disparition. C'est-à-dire c'est quand un humain disparaît brusquement, on marche à côté de lui, puis tout d'un coup il a disparu et il a été rapté par un esprit. Donc tout ça c'est dans le titre original du film, Sen to Chihiro no Kamikakushi, c'est-à-dire Sen, la mystérieuse disparition de Sen et Chihiro. Donc franchement, on ne comprend rien parce qu'on est persuadé qu'on va voir un film avec deux petites filles dont l'une s'appelle Sen et l'autre Chihiro. Mais en fait, pas du tout. Ce qui n'y est plus dans le titre français, puisque le voyage de Chihiro ne dit plus ça. Le voyage de Chihiro se trompe en quelque sorte parce que il a l'air de dire que c'est une histoire de voyage, c'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté du miroir, qu'on entre dans un univers merveilleux. Alors c'était encore un peu ça dans Totoro, mais c'est plus du tout ça dans Chihiro, puisque finalement, on reste au même endroit. Et la preuve, c'est que on est dans un monde très réaliste du travail. On est dans le monde de l'usine où tout le monde turbine. Donc on n'a pas perdu un univers proche. Simplement, il a dérapé. C'est-à-dire, il a changé. Et on se retrouve de l'autre côté, quoi. Sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, d'ailleurs. Quand la vieille dame Yababa dit, mais pourquoi est-ce que j'ai promis à tout le monde du travail? On ne sait pas pourquoi elle a promis ça, Non, pourquoi elle est obligée de les employer. On ne saura jamais, d'ailleurs. C'est des trucs qu'on laisse tomber dans les scénarios, mais on ne sait pas pourquoi elle a fait la promesse d'embaucher tout le monde. Mais en tout cas, on avait prévenu Chihiro qu'elle pouvait, il suffisait de continuer à demander du travail et elle finirait par l'avoir. Et elle se fait dresser comme ça régulièrement. En même temps, elle se fait éduquer. Donc, et elle se révèle à elle-même. Elle se révèle à elle-même. D'un côté, il y a quelque chose de violent, c'est-à-dire elle se fait vraiment dresser très violemment par la vie, par tout le monde, et en même temps, c'est très beau parce que c'est une vraie éducation. Et elle apprend des choses, elle se révèle à elle-même, elle devient plus forte, elle vit par elle-même, elle sauve ses parents, alors que ses parents n'étaient pas capables de la sauver. Donc c'est vraiment très très beau en même temps. Voilà. Vous faites le parallèle dans votre livre avec le système éducatif japonais qui change au moment où le film sort. Oui, c'est vrai, j'avais remarqué ça. À ce moment-là, on insiste au Japon sur la qualité de vie. C'est-à-dire, plutôt que la quantité de travail, il faudrait aller vers la qualité de la vie. Donc, passer de la quantité à la qualité, passer de l'obsession du travail, apprendre aux gens à travailler et apprendre aux enfants à s'épanouir. Donc oui, enfin, alors bon, ceci dit, tout ça, c'est souvent des mots, mais enfin, c'est quand même une volonté. Je crois comprendre tout de même que c'était un peu pour retourner une société qui avait tendance à pousser peut-être dès le jeune âge à apprendre des choses, apprendre à travailler, apprendre à entrer dans le rang, etc., plutôt qu'apprendre à s'épanouir, ce qui est quand même plus intéressant en termes éducatifs. Oui, on peut lire ce voyage comme étant celui d'une petite fille qui s'apprête à entrer en 6e et qui est complètement paniquée. Voilà. Il faut dire que dans ce film, Miyazaki ne s'interdit rien et même explore tout. C'est un délire permanent, mais vraiment une scène en entraîne une autre, une transformation, un autre monstre jusqu'au monstre putride qui arrive, qui est une espèce d'énorme magma de boue puante qui fait s'évanouir les personnes qu'il croise sur son chemin, et il est donné comme mission à la jeune Sen, donc Chihiro devenue Sen, de s'occuper de ce monstre putride. Elle doit le mettre dans un bain et le laver avec un jet d'eau, et c'est finalement en s'occupant de lui qu'il va se passer plusieurs choses. D'ailleurs, elle va gagner sa réputation auprès de la vieille Yababa parce qu'elle va réussir à s'occuper de lui. Et puis surtout, on va se rendre compte que lui, et ça c'est un versant du travail de Miyazaki qu'il faut qu'on aborde ensemble, que lui est composé de vélos, de ferrailles, d'objets
la saleté vient en fait de tout ce qui vient polluer la nature. C'est ici une métaphore de la planète qui est polluée par le travail humain. Oui, exactement. Et c'est l'esprit d'une rivière qui a été polluée. Donc tout d'un coup, on le découvre comme un grand serpent blanc qui va finir par serpenter, partir dans le ciel immaculé, tout en blanc, alors qu'il est arrivé comme un puant. Enfin, en français, on traduit par puant. Et puis c'est la reprise de cette vieille histoire je crois qu'elle nous vient des Romains, de l'histoire de ce chrétien qui est martyrisé, qui est envoyé pour être mangé par les lions dans une arène, mais il se sauve parce que justement le lion qui se trouve en face de lui, c'est celui dont il avait enlevé une épine dans le pied auparavant. Ah oui, là, elle enlève une épine. C'est exactement l'histoire de Chihiro. On voit que c'est une reprise de cette histoire, puisqu'elle a l'air d'enlever une épine dans le pied de ce monstre, et en réalité, elle tire tout simplement un guidon de vélo. Et le guidon de vélo fait venir tout le reste, qui est juste l'extrême pollution d'une rivière, comme on la retrouve dans la pollution de la mer de Ponyo. Ponyo est sur la falaise. Le voyage de Chihiro, c'est le plus grand succès de Miyazaki dans le monde entier. C'est d'ailleurs le film d'animation qui totalise le plus grand nombre d'entrées dans le monde. Mm-hmm. Et il a reçu l'Ours d'Or du meilleur film à Berlin en 2003, l'Oscar de meilleur film d'animation. Vous pensez que c'est le meilleur de Miyazaki ou est-ce qu'il y a encore une évolution ? En tout cas, c'est le meilleur en quantité avec tous les chiffres que vous avez rappelés. Après, moi, je trouve Ponyo tellement délicieux. C'est si on veut juger par pure cinéphilie, par pur plaisir, j'adore Ponyo parce que Ponyo, il a trouvé la façon de revenir en arrière, c'est-à-dire avec moins de travail, moins de personnes travaillant et du coup avec une économie de dessin qui fait que les dessins sont plus simples. Les dessins étant plus simples, l'animation est plus pure. Et ça, c'est une chose que j'avais lue dans une lettre de Norman McLaren, et c'est une vérité de l'animation. C'est que McLaren va jusqu'à dire de façon provocatrice, pour qu'on comprenne bien, que finalement la beauté du dessin va à l'encontre de l'animation. Parce que plus c'est beau, plus c'est compliqué, donc moins ça s'anime facilement. Et quand on a des choses très simples, très pures, des lignes pures, on va vers une animation plus forte. C'est ce qui arrive avec Ponyo.